Aujourd'hui, on est parti pour 1 heure tous ensemble pour vous expliquer un petit peu pourquoi on organise cet événement et de quoi il s'agit. Et puis après, on va vous donner un défi. C'est tout simplement de vous lancer dans le tri des données. Mais rassurez-vous, on va vous expliquer tout ça, on va vous distribuer de la méthodologie pour vraiment vous accompagner tout au long de cette matinée. Et donc, on débute tout de suite en vous présentant un petit peu la Mona, puisqu'on a vu que tout le monde n'est pas forcément de la Nouvelle-Aquitaine et ne nous connaît pas. En 2 mots, nous sommes donc la mission des offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine, une fédération, association, tête de réseau et aussi agence de la région qui réunit à peu près 150 offices de tourisme sur la région. On a aussi 11 ADT, CDT et une dizaine de territoires associés qui sont des collectivités ou parcs naturels régionaux. Et tout ce beau monde se réunit sous tout simplement 1600 salariés. On en a une bonne partie qui est présente avec nous et merci pour votre mobilisation. Au total, à la Mona, vous avez nos petites bouilles qui s'affichent à l'écran, mais on est 13. On est répartis un peu sur toute la région, Bordeaux, Limoges, télétravail également pour certains. Et notre objectif au quotidien, notre raison d'être, c'est de stimuler les individus et les territoires pour les rendre compétents, novateurs, connectés et fiers de leurs actions. Notre objectif au quotidien, c'est tout simplement de professionnaliser et d'accompagner ce réseau de Nouvelle-Aquitaine sur toutes les thématiques de leur métier, dont celle de la communication et du numérique responsable font partie, et raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin. Et justement, sur le programme de ce matin, nous allons avoir 4 temps ensemble. Le premier va être de vous expliquer un petit peu pourquoi on organise un Data Day cette année encore, en 2023, pourquoi on s'engage pour une communication et un numérique responsable. On vous donnera quelques petites astuces et méthodologies pour savoir comment vous pouvez passer à l'action dans vos structures dès à présent. Et on vous donnera aussi des ressources pour aller plus loin, pour pouvoir tout simplement réaliser chez vous des actions de tri des données ou voir aller plus loin grâce aux quelques petites ressources qu'on a créées rien que pour vous. Est-ce que c'est OK pour les premiers que j'ai à l'écran et le programme vous va? Je vois des hochements de tête. Ouais. Eh bien, super. Eh bien, on est parti. Il est temps de commencer à vous expliquer pourquoi on a lancé le Data Day en 2023, pourquoi on le relance cette année. Et c'est tout simplement pour quelque chose qui nous paraît à présent évident, c'est que le numérique a un impact. Alors nous, à la Mona, ça nous paraît évident parce qu'on en parle beaucoup depuis 2 ans. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et donc, pour cela, je vais vous lancer un petit sondage que normalement, vous allez voir apparaître sur vos écrans et auquel vous allez pouvoir répondre. Il y a 3 grandes questions sur ce sondage qui est de savoir ce que représente l'impact du numérique. Est-ce que c'est 3,8% des émissions de gaz à effet de serre ou 11% des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que dans un smartphone, on dénombre moins d'une quinzaine de matériaux différents ou plus d'une cinquantaine? Et combien y a-t-il d'équipements numériques en service dans le monde selon vous? Est-ce que c'est plutôt 34 milliers ou 34 milliards? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, en l'occurrence, il y en a, mais il ne faut pas avoir peur de se tromper. Premier avis, dites-nous ce que vous en pensez. Je vois les premières réponses affichées. Hop, je vous laisse encore quelques secondes pour vous décider. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas noté à la fin. On ne va pas contrôler qui a mis quoi. C'est vraiment pour avoir les premiers avis. Encore 10 petites secondes. Je vous laisse le sondage activé. De toute façon, comme ça, vous pouvez y répondre petit à petit.
Il y a quand même plutôt des bonnes réponses. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Vous pouvez encore donner votre avis, mais je vais commencer par vous dévoiler les premières réponses qui sont en effet correctes. Puisque quand on vous parle de l'impact du numérique, il y a en effet bien 3,8% des émissions de gaz à effet de serre qui sont tout simplement réalisées par le secteur du numérique. 3,8%, il faut quand même rappeler que ça reste un petit chiffre, surtout si on le compare au secteur du tourisme qui, lui, va représenter 11% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez quand même que c'est minime par rapport à ce secteur-là, mais pour autant, ça a une importance. Et surtout, on estime aujourd'hui que la forte augmentation des usages numériques va doubler cette empreinte d'ici 2025. Donc, on passerait à 8% des émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez qu'on va fortement rattraper le secteur du tourisme. On voit aussi qu'on a également dans un smartphone une cinquantaine de matériaux et même plus de 50, on les estime à peu près à 70 matériaux dans nos smartphones, dans ces petits objets qu'on se traîne au quotidien. Et la problématique, c'est que parmi ces matériaux, il y en a un grand nombre qui arrivent en cours d'épuisement. Il y en a aussi un grand nombre qui sont des matériaux rares. On retrouve de l'argent, de l'or, du plomb ou encore du cuivre dans nos téléphones. Et du coup, on a des conséquences humaines catastrophiques parce que ces matériaux, il faut pouvoir les extraire. Vous vous doutez que ça se fait dans des conditions de travail qui ne sont pas forcément idéales, que ça génère de la pollution des sols, de la pollution de l'air, etc. Et donc aujourd'hui, on a vraiment un système qui fait que les matériaux s'épuisent et puis les équipements ne cessent tout simplement d'augmenter. Aujourd'hui, on dénombre 34 milliards d'équipements numériques en service dans le monde. C'est un nombre qui ne cesse d'augmenter. Je suis sûre que si vous faites le calcul, et c'est un très bon exercice à faire, on va se rendre compte qu'on a beaucoup d'équipements numériques. Notre smartphone, notre ordinateur, peut-être une montre connectée, peut-être chez vous également des équipements connectés, et tout ceci ne fait que augmenter chaque jour. Laure vous a envoyé d'ailleurs dans la conversation un petit site internet qui vous permet de découvrir tout simplement le nombre de matériaux qui sont dans nos téléphones et puis également leur indice de rareté et de vraiment prendre conscience que cette ressource, elle a un impact. Et cette ressource, elle a un impact qui ne cesse de grandir. On aime bien vous le rappeler avec cette petite frise qui représente tout simplement l'évolution du numérique dans le temps. Et on voit qu'il y a vraiment une croissance qui est exponentielle parce que si l'écriture est apparue dans les environ à moins 5000, on va avoir de véritables changements dès les années 1800. On va voir apparaître tout simplement des outils qu'on utilise aujourd'hui au quotidien, téléphone fixe, radio, moteur, ampoule. Et puis, en 1945, on voit apparaître l'ordinateur. Et à partir de ce moment-là, on va voir que ça va ne faire que progresser. On va avoir dans la fin des années 1900 le téléphone portable, le Minitel, les SMS, et petit à petit, tout va aller très très vite. On va voir apparaître ce qu'on appelle le Web 1 avec l'apparition des premiers moteurs de recherche, Yahoo, Google. On avait à l'époque un Internet avec des pages qui étaient statiques, des pages vitrines, pas du tout d'interaction, une présence de beaucoup d'HTML. Et puis rapidement, ça va évoluer avec l'apparition du Web 2 et des réseaux sociaux. On va voir apparaître Facebook, Instagram, le premier iPhone qui en est aujourd'hui à son je ne sais pas combien, on n'en est pas encore au 20e, je pense, mais ça ne devrait pas tarder. Et ce Web 2, c'est vraiment un passage d'Internet qui est catégorisé par le monopole et le développement des réseaux sociaux. On a beaucoup d'interactions, on a la naissance des communautés, des web apps qui apparaissent petit à petit, mais on ne s'arrête pas là. Et aujourd'hui, on parle même de Web 3 avec l'apparition, et là, certaines de mes collègues vont dire « Oh non, elle nous en parle encore », l'apparition du fameux ChatGPT, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, des NFT, de nouveaux sujets qui apparaissent petit à petit, où on voit un web qui est de plus en plus décentralisé, où on va chercher à reprendre le contrôle de ces données et à être beaucoup plus transparent et sécurisé. Donc, vous voyez vraiment que le numérique, par ses outils, mais par ses pratiques,
a une croissance de plus en plus exponentielle et qui va augmenter et qui ne cesse d'augmenter. Donc, ça a des impacts sur l'environnement par la production de ce matériel, mais aussi sur l'économie par le monopole de certains acteurs, que ce soit les géants du web, les GAFAM, ou encore certains réseaux sociaux qui ont tous leur effet de mode. Mais ça a aussi des impacts sur le côté social, parce que ça peut créer des phénomènes à la fois d'exclusion de certains publics, mais aussi ça peut créer des phénomènes d'addiction à certains réseaux et à certaines pratiques. Mais pour contrer tout ça, on va pouvoir mettre en place un numérique qui va être responsable. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire en parlant de tri des données. On va chercher à agir pour un numérique qui vise une démarche d'amélioration continue pour réduire son empreinte écologique et sociale. Donc, on va chercher à limiter tout simplement sa consommation, à concevoir de manière responsable, à sécuriser son utilisation, rendre inclusif et accessible sur ces données, ou encore optimiser tout simplement le flux des données quotidiennes, de mails, de drive, etc. qu'on peut avoir. Donc, on va vraiment chercher à transformer notre vision du numérique pour la rendre un peu plus durable. Et c'est pour ça que vous voyez à l'écran s'afficher tout simplement ces trois petites patates qui sont les grands objectifs du développement durable, toujours ce côté social, économique et environnemental. Nous, à la Mona, c'est un sujet pas nouveau parce que on s'est engagé dans des démarches d'éco-exemplarité, notamment quand on a lancé notre programme qui s'appelait ADES, qui s'appelle toujours ADES, pour animation durable des destinations. Et c'est tout simplement une manière d'engager les structures touristiques dans une démarche d'amélioration continue pour réduire leurs impacts sur l'environnement et sur ce qui les entoure. Et cette démarche, elle a 6 grandes actions, dont l'une est concentrée sur la communication. Il s'agit de communiquer sur l'engagement qu'on va avoir en faveur du développement durable et tout simplement d'agir pour que nos outils de communication soient également plus responsables. Et donc, tout ça, on va le faire en agissant sur nos éditions, sur nos événements, sur nos flyers, mais aussi sur notre utilisation du numérique. Et ça, c'est ce qu'on a fait dès l'année dernière en étant accompagné par l'ADEME pour créer un parcours expérimental pour aller expérimenter la notion de numérique responsable. Avec ma collègue Hélène, on s'est formé, on a suivi une certification, Opquast, on est allé voir l'Institut du numérique responsable de La Rochelle pour qu'il nous donne un petit peu des renseignements, des trucs et astuces pour pouvoir s'engager. Et on a lancé notre tout premier Data Day en 2022. Et justement, ce Data Day, qu'est-ce que c'est ? C'est l'initiative nationale qui s'appelle le Digital Cleanup Day. C'est une initiative, une association qui a été lancée et qui regroupe donc l'Institut du numérique responsable, mais également le Digital Cleanup Day. C'est l'objectif de créer une prise de conscience globale de l'impact du numérique, que ce soit l'impact sur l'environnement, sur l'économie ou sur le social. Et pour ça, c'est de créer une journée qui soit fédératrice, qui soit conviviale et qui permette d'engager tout un chacun, d'un côté professionnel, mais aussi d'un côté personnel, à faire un premier pas vers un numérique plus responsable. Je vous affiche à l'écran les 4 grands engagements. C'est vraiment la sensibilisation d'un maximum de personnes, le fait de contribuer à allonger la durée de vie de ces équipements numériques. Rappelez-vous, plus de 50 matériaux dans un téléphone. Vous vous doutez que plus on garde notre téléphone portable longtemps, plus on évite d'aller tout simplement créer de nouveaux matériaux. C'est aussi tout simplement participer au changement des habitudes, à utiliser le numérique de façon plus responsable. Quand on trie ses mails, l'idéal est de le faire pas une fois, mais vraiment sur le long terme. Et ça va tout simplement contribuer à consommer moins d'équipements, moins d'énergie et moins d'espace de stockage. Et ça a été une véritable réussite en 2022. Quand on a créé cette journée, on avait 200 participants. Alors, je vous rassure, pas que sur la journée, ils l'ont aussi fait sur les jours qui ont suivi et vous allez pouvoir également avoir cette occasion. Ils ont supprimé des mails, des fichiers, des photos de leur photothèque, etc. Et on a réussi au total à trier, à économiser l'équivalent de 3,4 tonnes d'équivalent CO2. C'est vraiment considérable
En termes de tri de mails, c'était l'équivalent d'un trajet en avion entre du coup, la France et la Nouvelle-Zélande. Et en termes de cloud, c'était un petit peu plus faible, puisque l'année dernière, on avait vraiment mis l'accent sur les mails, mais on a réussi à économiser l'équivalent d'un trajet en avion entre la France et l'Espagne. Et donc, aujourd'hui, on va vous proposer de renouveler cette opération et tout simplement de participer avec nous au tri de nos données numériques. On vous envoie dans la conversation, Laure vous a mis le petit lien Internet sur lequel vous allez pouvoir, sur notre site, retrouver toutes les infos que je vais vous présenter juste là et tous les guides pour pouvoir passer à l'action. Et quand on passe à l'action, on va tout simplement débuter par nettoyer ces mails. Alors, pour nettoyer ces mails, il y a un guide qui a été créé par l'association nationale. Et l'avantage de ce guide, c'est qu'il va vous expliquer en fonction du logiciel de messagerie que vous utilisez, Gmail, Outlook, etc., comment bien trier vos mails et comment avoir quelques astuces pour vous organiser sur le long terme. Là, je ne vais pas vous le détailler par messagerie, parce que sinon, on pourrait y passer la matinée, mais je vais vous donner les principaux conseils pour pouvoir bien trier et organiser sa boîte mail. Le premier conseil, c'est tout simplement de ranger ses mails, de prendre l'habitude de le faire, mais aussi là, quand vous allez vous lancer dans le tri, tout simplement de créer des dossiers dans lesquels vous allez ranger vos mails. En fonction de votre, tout simplement de vos missions quotidiennes, vous allez pouvoir créer différentes catégories qui peuvent correspondre à différentes missions. Vous allez pouvoir aussi les trier par type d'interlocuteur en fonction de qui vous l'envoie ou encore par type de mail. Est-ce que c'est un mail lié à un dossier, lié à une demande ou plutôt un mail informatif de veille? Cette première étape de classer les mails, elle va vous permettre de comprendre un petit peu les différents échanges que vous recevez au quotidien et de savoir comment vous organiser pour la suite. Par exemple, nous, à la Mona, quand on s'est lancé dans le tri de nos mails, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes de l'équipe qui faisaient de la veille sur les mêmes newsletters et sur les mêmes thématiques. Et d'échanger entre nous, ça nous a permis de rationaliser et de se rendre compte que peut-être, des fois, on recevait un mail, mais que ça ne nous concernait pas forcément au quotidien, une newsletter qu'on n'a pas forcément le temps de lire, mais qu'en revanche, ma collègue Hélène, elle la lit tous les matins. Donc, plutôt que moi de la recevoir et puis de la mettre dans un côté et me dire je la lirai quand j'aurai le temps, je vais peut-être lui dire préviens-moi dès qu'il y a quelque chose que tu trouves intéressant et que tu peux me partager. Et moi, à l'inverse, je vais te partager des informations sur tel autre sujet. Donc, première étape, c'est vraiment dans le rangement des mails. Seconde étape, on va rentrer dans le dur, c'est le tri et la suppression. Et là, l'astuce à retenir quand vous commencez à faire du tri, que ça soit sur vos mails, sur votre drive, c'est toujours de noter votre point de départ. Parce que c'est hyper satisfaisant de se rendre compte combien de mails on a triés. C'est quand même assez chronophage à faire. Et donc, ça va être important de vous donner un point de départ et un point d'arrivée. Vous pouvez noter le nombre de mails que vous avez ou alors le poids de mails que vous avez dans votre messagerie à l'arrivée. Et puis, une fois que vous avez fini votre opération de tri, vous notez le nombre de mails que vous avez supprimés. Pour cela, le guide vous explique vraiment comment savoir en fonction de votre logiciel le poids de vos données. Et vous allez pouvoir petit à petit les supprimer. Et l'astuce pour vider et faire réellement de la place, c'est d'aller supprimer les mails les plus lourds. Alors, les mails les plus lourds, c'est quoi? C'est des mails qui vont avoir des pièces jointes qui ne sont pas compressés, ce qui est le pire, puisque vous allez avoir vraiment un fichier, par exemple PDF très très lourd. Donc, ça vous donne déjà une petite astuce pour la suite, de vous dire, moi, quand je vais envoyer un mail avec un fichier, je vais le compresser avant de l'envoyer. Comme ça, au moins, ça va me permettre, et ça va permettre à mon interlocuteur de stocker un mail beaucoup plus léger. Mais ça peut aussi être les fameuses signatures mail. Et ça, on le sait tous, on a tous plein de petites photos, logos, etc. généralement sur nos signatures mail. Et quand vous envoyez plusieurs mails, bien souvent, vous répondez en conservant un historique. Et cet historique, ça va être autant de photos qui vont se cumuler les unes avec les autres et du coup qui vont alourdir le poids de votre mail.
Donc ça aussi, c'est une petite astuce. Tout simplement, quand on répond à un mail, de penser à soit supprimer sa signature, puisque votre interlocuteur, si vous lui répondez, il sait déjà qui vous êtes. Et puis, ça va permettre aussi d'alléger tout simplement le poids du mail envoyé. Donc, on va effectuer cette opération de tri, supprimer ce qui ne nous intéresse plus, ce qui n'est plus utile à conserver, mais aussi ce qui est trop lourd, et puis aller stocker les fichiers qui sont envoyés ailleurs, que ce soit vers votre Drive ou votre espace de stockage en local. Et après, on va pouvoir prendre des habitudes pour la suite. Et dans ces nouvelles habitudes, on va essayer tout simplement d'écrire des mails le plus léger possible. Et comme le dit Florence, on peut choisir une signature automatique en réponse plus légère. En effet, Outlook le permet, mais d'autres messageries aussi. Ça, c'est une belle petite astuce. Vous utilisez dans le premier mail de contact votre signature, entre guillemets, officielle, avec tous vos logos, vos images. Et puis, dans la réponse, vous pouvez faire une signature plus légère, où vous ne mettez que du texte, votre nom, prénom et vos coordonnées, votre fonction peut-être. Donc ça va vraiment permettre d'alléger vos réponses. Ensuite, vous allez devoir tout simplement penser aux mails que vous écrivez. On est vraiment dans une société actuellement où, je ne vous le cache pas et vous le savez très bien, on a tous des tonnes de mails par jour. Des fois, est-ce que c'est vraiment utile d'aller envoyer un mail? Est-ce qu'on ne va pas plutôt décrocher notre téléphone pour dire à notre collègue « Ah tiens, regarde tel dossier » ou alors « J'ai bien reçu cet élément, est-ce qu'on peut se prévoir un point ?» Est-ce que ce n'est pas aussi utile de réfléchir à l'utilisation de messageries instantanées qui vont nous permettre de remplacer le mail par des discussions instantanées qui vont faire des réactions plus rapides? Vous pouvez aussi tout simplement réfléchir quand vous envoyez une pièce jointe à la manière dont vous l'envoyez. Plutôt que de la mettre dans le mail, utilisez un service tiers de données qui va stocker votre pièce jointe pendant un temps réduit. Le plus connu d'entre eux, c'est WeTransfer, mais il existe aussi des alternatives qui sont plus responsables parce qu'elles vont stocker non pas comme WeTransfer à l'étranger, mais de façon beaucoup plus locale en Europe, voire même en France. On pourrait citer Swiss Transfer, etc. Une fois que vous avez réfléchi à la manière dont vous écrivez votre mail, vous allez pouvoir également mettre en place des règles de vidange, entre guillemets, ou vidage automatique. Parce que bien souvent, on met nos mails dans le dossier corbeille, mais on oublie d'aller le supprimer de façon régulière. Certaines messageries permettent tout simplement de le faire et puis de mettre quelques règles. Ensuite, vous allez pouvoir agir sur les newsletters, on en a parlé. Ces fameuses newsletters, non pas vous désabonner de tout. Nous, au tout début du Data Day, dans la structure, on a eu tendance à beaucoup se désabonner, puis petit à petit, on s'est réabonné parce qu'on s'est rendu compte qu'on manquait d'informations, etc. Mais se poser la question des newsletters, c'est hyper important parce qu'on ne les lit pas forcément toutes, pas forcément de la même manière. Il peut y avoir une optimisation au sein d'une même équipe sur des sujets de veille à effectuer. Et tout simplement, vous pouvez comme ça optimiser le nombre que vous recevez. Il y a aussi des outils qui vous permettent de vous désabonner en masse quand vous êtes un petit peu sous l'eau de vos newsletters. Et ça permet vraiment petit à petit de mieux gérer ces mails. Et enfin, vous avez la méthode Inbox 0. Nous, on a certains collègues de l'équipe qui la pratiquent. Tout simplement pour éviter de se trouver submergé de mails, c'est de les trier dès que vous les recevez. Donc, dans votre boîte mail principale, de ne rien laisser. Comme ça, vous vous habituez à avoir tout traité assez rapidement. Dès que vous recevez un mail, soit vous le traitez, soit, s'il ne demande pas de réponse, vous le classez directement dans un dossier. Et comme ça, vous videz votre messagerie principale. Et comme pourrait le dire de grands as du rangement, faire du nettoyage, c'est aussi sur votre boîte mail, c'est aussi nettoyer votre esprit, vous libérer de certaines tâches et puis tout simplement pouvoir travailler de façon plus sereine. Donc ça, c'est les petites astuces des mails, mais je voulais aussi vous montrer quelques initiatives du réseau. J'en ai pas sélectionné beaucoup parce que notre temps est compté ce matin, mais il y en a deux que j'aimais bien. Il y en a une du côté de nos collègues de Médoc Plein Sud. Alors, sachez que ces collègues-là, ils sont 3 dans l'équipe et elles ont décidé une solution qui peut paraître radicale pour certaines, enfin qui, nous, à la Mona, nous paraît radicale parce que, autant vous dire qu'on a beaucoup plus d'espace de stockage que ça. Mais ces 3 collègues ont uniquement
1 giga d'espace de stockage pour 3. Autant vous dire que là, le tri, il est quotidien. Elles utilisent Gandy pour paramétrer ce stockage-là. Pour vous donner un indice, nous, en moyenne, on a à peu près 15 gigas dans l'équipe par personne à la Mona. Donc, on est bien loin de nos collègues de Médoc Plein Sud, mais aujourd'hui, c'est un rythme dont elles ont pris l'habitude. À chaque fois que leur messagerie est pleine, elles font des exports des mails qui sont importants et à conserver vers des disques durs externes. Elles trient régulièrement, elles effacent régulièrement et elles n'envoient quasiment jamais de fichiers lourds par mail parce que, bien entendu, ça remplit la messagerie très rapidement. Sans aller dans cet extrême de limiter les boîtes mail, vous pouvez également agir sur les réponses, comme nous le citait Florence, en choisissant des signatures plus légères lors de la réponse ou en choisissant directement une signature plus légère. Et c'est ce qu'a fait Brief Tourisme. Quand vous recevez un mail, vous avez une petite mention. Avant, il y avait une photo de moi, mais pour des raisons éco-responsables, j'ai décidé de la retirer et je vous invite à faire de même. Donc, on voit vraiment qu'eux, ils ont travaillé à alléger la signature mail, à ne mettre que du texte et à éviter les logos vers les réseaux sociaux, vers les démarches de qualité, vers le site ou vers la présentation de la personne. Ça leur permet vraiment d'avoir un poids de mail, du coup, qui est beaucoup plus léger. Encore une fois, ce sont des partis pris, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quelques trucs et astuces qui peuvent être mis en place et dans lesquels le réseau s'engage en Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'était le premier point pour les mails. C'est un gros sujet, mais c'est un sujet, vous avez compris, qui tout simplement se réalise dans le temps, avec de la régularité et qui va permettre petit à petit d'avoir vraiment une boîte mail plus légère et puis de diminuer notre impact sur l'envoi quotidien. Si jamais vous avez quelques questions, quelques réactions, n'hésitez pas à utiliser la conversation. Hein. Je vois qu'elle est faite et franchement, c'est top. On a le fait de nous dire que tout simplement, on ne répond pas toujours pour accuser la bonne réception, pour dire merci de votre mail, etc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a son collègue dans un bureau juste à côté, on reprend l'habitude aussi de se déplacer. C'est toujours mieux pour la planète et pour le numérique. Deuxième action que l'on va pouvoir faire en nettoyant ces données, c'est tout simplement de nettoyer son cloud ou son espace de stockage, parce qu'il peut aussi être stocké, pas forcément en ligne, mais directement sur votre ordinateur. Vous allez voir qu'on ne s'éloigne pas trop du principe des mails. Le principe est toujours le même, faire du tri et prendre de nouvelles et de bonnes habitudes. Pour nettoyer les clouds, il y a aussi un guide qui a été édité par l'association nationale que Laure vient de vous envoyer dans la conversation et sur lequel vous allez pouvoir retrouver des astuces en fonction des grands clouds que vous pouvez avoir, que ce soit la suite Google, Dropbox, etc. ou encore en local sur votre ordinateur. Là aussi, quand on nettoie son ordinateur, la première étape, elle est toute bête, mais c'est de se demander si le fichier est vraiment toujours utile. Et quand on fait ce tri, là, globalement, on a dit cloud, mais il ne faut pas oublier de le faire sur tous les endroits où peuvent être stockés des fichiers. Ça peut être sur votre bureau, dans votre dossier téléchargement, dans les dossiers internes de votre ordinateur, photos, images, etc. Mais ça peut être aussi sur des disques durs ou des espaces de stockage en ligne. Quand on fait le tri, ces fichiers, comme pour les mails, ils vont aller dans la corbeille et il ne faut pas oublier régulièrement de supprimer sa corbeille. Donc ça, c'est de manière globale, toujours adopter un bon tri des données pour tout simplement pouvoir mieux s'organiser et mieux trier en fonction des périodes. Quand on va passer vraiment à, du coup, l'action, si ça veut bien s'afficher, hop. Quand on va vraiment passer au tri de ces données, ici, je vous conseille déjà une première astuce parce qu'on en a fait les frais et je veux absolument vous l'éviter. Si vous triez des fichiers qui sont communs avec d'autres membres de votre équipe, commencez par faire une copie de sauvegarde. On ne sait jamais, une erreur arrive rapidement. Vous branchez un disque dur, vous faites une copie des fichiers et puis comme ça, vous allez trier après. Et si jamais vous faites une erreur, que vous supprimez un fichier que vous n'auriez pas dû, vous pouvez toujours le récupérer. Alors, je mets un petit point d'attention parce que cette copie, il ne va pas s'agir non plus de la garder
X temps sur le disque dur. Une fois que vous avez fait l'opération de tri, qu'elle a été validée par les collègues, vérifiée, vous laissez passer un petit laps de temps à définir, par exemple 1 mois, et au bout de ce mois-ci, vous allez tout simplement également pouvoir trier ce disque dur et supprimer la copie. J'insiste sur les copies de sauvegarde parce que c'est aussi un élément important de nos jours en termes de cybersécurité. On en entend parler de plus en plus. Avoir des copies de sauvegarde de vos données, c'est important sur un long terme puisque ça vous permet tout simplement d'éviter, en cas de piratage, d'intrusion, d'erreur, etc., de faire tout simplement des erreurs et de perdre de la donnée. Aujourd'hui, la donnée est quand même assez précieuse. Donc, régulièrement, si ça n'est pas le cas dans vos structures et que vous n'avez pas des systèmes qui font des sauvegardes automatiques, pensez à le faire sur un disque dur tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres. Ça dépend vraiment de la vie de votre structure, mais pensez à instaurer cette habitude de la sauvegarde. Une fois que vous avez sauvegardé, on va pouvoir passer au tri. Et là, le tri, comme pour les mails, il va s'agir de supprimer tout simplement déjà tous les fichiers inutiles. Alors souvent, là où on n'aime pas trop mettre le nez, c'est dans la photothèque. Parce que avec la digitalisation, aujourd'hui, c'est devenu très facile de prendre des photos. Là où les photographes avant réfléchissaient vraiment pour avoir une seule photo représentative, aujourd'hui, on va en prendre des centaines. Et bien souvent, on les bascule sur l'espace de stockage sans forcément les trier en amont. Alors qu'on va avoir des photos floues, des photos qu'on ne va pas réutiliser par la suite, des photos en triple, etc. La première étape, c'est vraiment tout simplement d'aller supprimer tout ce qui est inutile, tout ce dont vous n'allez pas vous resservir. Bien entendu, avant, le mieux, c'est de prendre une photo dont vous êtes sûr de vous resservir, ce qui vous évite cette étape-là. Une fois que vous allez supprimer tout ce qui est inutile, vous allez pouvoir vous attaquer à tout ce qui est lourd, tout ce qui a un poids important. Est-ce que vous avez des enregistrements de vidéos? Est-ce que vous avez plusieurs fichiers photos? Souvent, on a le fichier JPEG pour pouvoir le partager directement à d'autres, mais on a aussi le fichier en mode édition, en point RAW, etc. Donc, quand vous avez plusieurs fichiers avec une même extension, réfléchissez, est-ce que tout est utile? Est-ce que je vais garder la version modifiable et en plus la version finale prête pour l'envoi? Ou est-ce que l'une des deux me suffit? On va vraiment élaguer petit à petit tous les types de documents qu'on peut avoir. Et puis, on va aussi tout simplement enlever tout ce qui est obsolète, tout ce qui peut être en brouillon. C'est le cas notamment quand on tout simplement rédige des documents Word. Bien souvent, vous savez, on a le V1, le V2, puis au bout d'un moment, ça arrive à une version finale 3, version finale à envoyer. Tout ça, c'est autant de fichiers qu'il est bon de supprimer petit à petit, tout simplement pour éviter d'avoir de l'espace de stockage. Donc, on fait un gros tri. Et quand on trie des fichiers d'équipe, c'est bien de le faire tous ensemble parce que ça permet tout simplement de se poser des questions. Ici, par exemple, vous avez un fichier, ce n'est pas vous qui l'avez créé, mais il y a la version PDF et puis il y a aussi la version modifiable. Et c'est un document sur lequel vous ne travaillez plus depuis des années. Vous pouvez demander à votre collègue laquelle qui a créé le dossier, laquelle elle préfère garder. Est-ce que c'est la version modifiable ou la version finale suffit, etc. C'est pour ça que c'est très important de faire ces opérations de tri en commun pour éviter de faire des erreurs et tout simplement pour pouvoir conserver tous les éléments essentiels. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir, comme pour les mails, prendre des bonnes habitudes. Vous allez pouvoir, dès que vous avez un fichier, analyser le type de fichier. Est-ce que je garde directement la version modifiable ou la version finale? Comment je m'organise dans mon tri? Est-ce que je fais un dossier à trier plus tard? Ou alors est-ce que je fais un dossier archive et que je définis une règle toutes les 2 ans, on va trier les archives et revenir dessus, etc. Combien de nettoyage on fait? Avec quelle régularité? Ce sont autant d'exemples qui vont vous permettre de vous organiser et de bien nettoyer votre ordinateur. Là aussi, je vous ai mis 2 initiatives du réseau. Je vous ai mis le Béarn des Gaves, mais je sais que ça a été fait aussi sur plusieurs d'entre vous que j'ai vu arriver ce matin. C'est des journées de tri, des journées, des demi-matinées, des heures en commun. À vous de choisir le laps de temps. Ici, en l'occurrence, c'était la toute première édition. Ils l'ont fait sur une demi-journée. Nous aussi, c'est ce qu'on fait au sein de la Mona, 2 fois par an, au milieu de l'année et à la fin de l'année, en juin et en décembre.
on organise une demi-journée qu'on banalise pour la totalité de l'équipe. Tout le monde doit être présent et on fait le tri de certains fichiers ou certains dossiers communs. Ça peut être la photothèque, ça peut être les ressources, ça peut être les fichiers comptables, etc. On archive une certaine catégorie, on en supprime d'autres dont on n'a plus l'utilité, voire même on en imprime certains et on les conserve tout simplement en physique dans les armoires des bureaux quand ce sont des documents qu'il faut que vous gardiez d'une façon juridique et légale un certain nombre d'années. Donc ces journées de tri, elles sont importantes et elles sont importantes à faire en équipe puisqu'elles permettent tout simplement petit à petit d'adopter une meilleure organisation, de définir des règles de nomenclature communes et de définir des règles tout simplement d'organisation commune. Et aujourd'hui, où on travaille tous majoritairement sur des outils qui sont partagés, c'est vraiment très important puisque votre organisation n'est pas forcément la même que votre collègue, mais quand vous définissez des règles en commun, vous savez tout simplement comment échanger l'un avec l'autre et comment mieux retrouver des fichiers en question. Vous avez également l'exemple sur la droite. Ça, c'est une petite photo qui a été faite dans le Senianx. Alors, ce n'est pas un tri des données exactement, c'est tout simplement quand ils ont organisé leur cartopartie, quand ils ont développé l'outil OpenStreetMap, donc la cartographie du territoire. Ils ont organisé des moments avec des habitants, avec des entreprises du territoire, avec l'office de tourisme qui pilote, pour tout simplement pouvoir ensemble définir la donnée du territoire et la recenser sur la cartographie de manière collaborative. Et aujourd'hui, ça fait qu'ils ont un outil dont ils se servent à l'office de tourisme, mais qui a été rempli par les habitants, dont les entreprises sont en capacité de l'utiliser pour mettre à jour leurs horaires d'ouverture, leurs informations, etc. Et on voit qu'on a une donnée qui a été créée par tout un chacun, mais qui au final est partageable et utilisable par tous. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, ces données numériques, en général, quand vous la créez, c'est forcément dans un objectif de partage et de diffusion. D'où l'importance de définir des règles communes et de s'entendre sur ces règles pour pouvoir les utiliser de manière optimum. Il y en a des tas d'autres d'exemples et je vous encourage vraiment à pareil, les envoyer dans la conversation, des petits exemples de tri, des choses que vous avez pu mettre en place, que vous avez pu tester et qui n'ont pas marché, mais qui vont vous permettre petit à petit tout simplement de trier vos données numériques, d'alléger le poids des données stockées et puis de les réduire petit à petit. Comme le dit Florence, vive le SIT pour le partage des données. Et en effet, ces SIT qu'on a au quotidien, deux outils que vous utilisez tous, les SIT et les photothèques, et qui sont vraiment empreints de ces thématiques-là, que vous devez mettre à jour de façon régulière pour pouvoir tout simplement vous en servir et que vous devez tout simplement faire vivre au quotidien puisqu'ils vont également servir à d'autres. Donc, je vous encourage vraiment à tout simplement utiliser ces outils et petit à petit pouvoir faire le tri, tout simplement le partager à vos collègues et diminuer votre empreinte et la mesurer. Voilà pour le petit exemple sur les mails et sur le cloud. À la fin là, de l'heure, je vous donnerai un petit peu plus de méthodologie pour savoir vraiment comment agir, mais retenez bien que c'est toujours la même chose. Il faut d'abord organiser la manière dont on va le faire une copie de sauvegarde si on n'est pas le seul concerné, supprimer petit à petit et puis à la fin, évaluer ce qu'on a pu supprimer pour tout simplement pouvoir voir l'impact de son action. Mais on peut aussi aller plus loin que les données en elles-mêmes, et c'est tout l'objectif de cette journée, vous l'avez vu, c'est de sensibiliser pour adopter de meilleures pratiques, d'agir sur nos données, mais aussi sur nos équipements. Et ça, c'est vraiment la thématique de ce qu'on appelle le digital cleanup, recyclage et réemploi. Et pourquoi on parle de ces deux thématiques? Parce qu'aujourd'hui, dans le thème du numérique, on a une véritable problématique avec ce qu'on appelle les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une vraie difficulté à recycler ces équipements-là et à estimer le taux de recyclage. On estime, c'est une estimation qui date de 2009 et comme je vous l'ai dit, c'est très dur de la mettre à jour, mais qu'environ 30% des équipements numériques sont correctement recyclés. 30%, c'est rien. Et pourquoi on estime
de façon aussi réduite, c'est parce que c'est très compliqué. Vous l'avez vu, hein, un petit smartphone, 70 matériaux à l'intérieur. Il faut pouvoir recycler ces 70 matériaux, les extraire des quantités minuscules d'or, d'argent, etc., qui nécessitent des process très compliqués. Et aujourd'hui, l'image que vous avez à l'écran est une réalité. Il y a énormément de nos déchets qui sont envoyés dans ces décharges à ciel ouvert, où vous retrouvez des enfants qui extraient à main nue, à l'intérieur de téléphones, de télévisions, etc., des petites quantités de matériaux, parce que c'est tout un marché, ça va se revendre, etc. Mais aujourd'hui, on estime qu'il y a 70% de ces déchets d'équipements électroniques qui font l'objet d'un trafic, comme vous avez à l'écran. Donc, il y a quand même une réalité derrière les équipements qu'on utilise et une prise de conscience à avoir pour faire durer nos équipements le plus longtemps possible, pour éviter d'avoir à extraire de nouveaux matériaux, mais aussi pour éviter tout simplement d'avoir à les recycler de cette manière-là. Mais je vous rassure tout de suite, il y a aussi des solutions qui existent, qui sont dans le réemploi et dans le recyclage, et des solutions notamment qui sont portées par l'Association nationale du Digital Cleanup Day. Vous avez par exemple un petit outil utile. Je vois Agen dans les participants et je crois que Agen l'a également fait. Vous pouvez aller recycler certains de vos matériaux. Et grâce à l'association, grâce à cette journée, vous pouvez agir en commandant par exemple une GSM Box. C'est une initiative entièrement gratuite. Vous avez juste à vous créer un compte en ligne. Il vous envoie la petite boîte en carton que vous voyez s'afficher à l'écran et qui va servir à récolter des anciens téléphones portables qui sont inutilisés, qui sont parfois pas forcément utilisables. Vous allez les récolter, remplir cette box et la renvoyer gratuitement, puisque c'est un colis prépayé, à l'entreprise donc écologique qui est en partenariat avec les ateliers du bocage et qui va s'occuper de la revalorisation de votre matériel. S'il est encore utilisable, il va tout simplement pouvoir le remettre en état pour après pouvoir le donner à des associations qui vont le vendre dans des boutiques de seconde main ou qui vont pouvoir le donner à d'autres associations. Et s'il n'est plus en état, l'entreprise va s'occuper de correctement trier les différents matériaux que vous avez à l'intérieur et de pouvoir leur assurer tout simplement une fin de vie correcte. Et vous en avez la preuve, puisque une fois qu'ils ont récupéré vos différents téléphones qui sont contenus dans cette boîte, ils vous fournissent un rapport en vous indiquant ce qui a été recyclé, ce qui a été réemployé. Et ça, c'est une super initiative qui peut être mise tout simplement en interne dans votre structure, si vous êtes un nombre suffisant. Je suis sûre que si vous interrogez vos collègues, ils vont trouver des vieux téléphones portables au fond des tiroirs qui sont stockés à un endroit ou à un autre. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, la mutualiser. Quand vous êtes un office de tourisme, mettre cette petite boîte à l'accueil et proposer aux personnes de passage de recycler correctement leurs déchets électroniques, de faire une bonne action, tout simplement de manière plus globale. J'insiste parce qu'elle est vraiment gratuite et c'est une chance. Et donc, du coup, c'est l'occasion de faire un bon geste pour la planète. Mais vous pouvez aussi aller plus loin. Et vous pouvez recycler du coup d'autres matériels que les téléphones portables. Vous avez par exemple cette grosse boîte qui s'appelle la Witribox. Ici, vous pouvez la commander pour recycler du matériel plus important, des anciens ordinateurs, des anciens téléphones, des anciens portables, etc. Par contre, il faut savoir que pour ces gros équipements, bien évidemment, il va y avoir un coût. Cette box-là, que Laure vous envoie aussi dans la conversation, vous pouvez la commander gratuitement. En revanche, tout simplement, sa collecte va être payante si le stockage collecté est inférieur à 250 kg. Donc, autant vous dire qu'il faut quand même être une grosse structure pour pouvoir remplir cette box. Ça a un coût. Le recyclage de nos déchets aujourd'hui a un coût qui est réel, mais qui au moins est effectué de façon correcte. En revanche, vous pouvez très bien mutualiser avec des structures environnantes la récolte de ces équipements informatiques. Et donc là, vous pouvez plus facilement atteindre du coup ce poids-là, donc 250 kg, et puis avoir un retrait qui peut être gratuit pour votre structure.
Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas même à m'envoyer un petit mot, à voir s'il y a des collègues environnants qui peuvent être intéressés. Et puis, on pourrait recenser les différentes initiatives et donc, pourquoi pas, installer ce type d'équipement pour pouvoir assurer une seconde vie correcte à nos équipements numériques. Tous ces éléments-là, vous le retrouvez sur l'article de la Mona qu'on vous a mis au tout début et qu'on va vous remettre à la fin. Vous retrouvez les fiches pratiques, les fiches techniques pour vraiment pouvoir vous engager si vous le souhaitez. Mais retenez que c'est bien de faire du tri quand on a la donnée, mais c'est bien aussi d'agir sur les équipements. Et vous pouvez également aller plus loin en vous faisant accompagner. Donc, nous, Mona, on peut vous aider. Donc, on catalyse, comme vous l'avez vu aujourd'hui, de nombreuses ressources, mais on peut également vous accompagner. Tout le monde ne le sait pas toujours, donc on en profite pour le rappeler. On peut vous accompagner de différentes manières. On peut accompagner des individus par des actions de formation. Donc, chaque année, on a un programme de formation, un catalogue dans lequel vous pouvez aller piocher des formations qui vous intéressent. Mais on peut aussi accompagner des personnes d'un même territoire, donc avec des collègues voisins, avec des offices de tourisme voisins. Si vous avez une problématique commune, on peut tout simplement venir chez vous, vous sensibiliser, vous accompagner, travailler sur ces problématiques-là pour trouver des solutions adaptées à vos structures et à vos problématiques. Et on peut aussi vous sensibiliser en équipe, faire une journée dans votre structure, une journée de sensibilisation numérique responsable, d'accompagnement au tri des données et de nombreuses autres thématiques. Et justement, quand on parle de numérique, on a compilé et récolté quelques ressources qui peuvent vous servir et qu'on vous donne un petit peu en exclu ce matin. On a une première ressource qu'on a créée avec l'équipe et avec notre partenaire avec qui on travaille depuis quelques années, qui est la société Chapter, qui a notamment développé un produit pour sensibiliser les saisonniers au domaine touristique. On a travaillé avec eux pour créer un micro-learning sur le numérique responsable. Donc, c'est tout simplement un dispositif de formation entièrement gratuit. Vous avez juste à vous y inscrire. Vous pouvez recevoir par la suite, pendant 4 jours, des informations sur le numérique responsable et sur la manière de s'engager. Vous pouvez choisir si vous voulez les recevoir par mail, par SMS, mais c'est vraiment un petit dispositif pour aller plus loin, pour vous sensibiliser et pour être en capacité tout simplement de pouvoir également sensibiliser vos collègues. Vous pouvez également rejoindre une aventure qu'on va lancer en septembre prochain. L'année dernière, on a créé tout un parcours sur le numérique responsable et en septembre, on est accompagné par l'ADEME pour lancer un parcours sur la communication responsable. Donc, comment aujourd'hui, je vais pouvoir utiliser mes outils de manière cohérente avec ma stratégie et surtout avec mes utilisateurs, en étant toujours attentionné, en faisant attention à ce qu'on soit accessible, à ce qu'on soit également responsable, mais aussi à ce qu'on offre une information sécurisée et de qualité. On a aussi des formations sur lesquelles vous pouvez aller pour en savoir davantage. Par exemple, en novembre, c'est une nouveauté qu'on lance cette année, on a une formation qui vous permet d'apprendre à déployer une stratégie social média responsable. Parce que oui, aujourd'hui, on s'est concentré sur le tri des mails et sur le tri du cloud et des données, mais on pourrait très bien également faire le tri de nos réseaux sociaux. Et souvent, il y en a quand même pas mal à faire. Nous, c'est un chantier qu'on n'a pas encore, sur lequel on ne s'est pas encore lancé, mais qu'on va faire pour l'année prochaine. Et les réseaux sociaux n'y échappent pas. On publie énormément de contenu et il y a des façons de publier de manière responsable. Et donc ça, c'est une formation qui est nouvelle cette année et qu'on lance sur le mois de novembre. Vous avez également la certification OpQuast, donc une certification pour apprendre à maîtriser la qualité quand on lance un projet web. C'est vraiment une certification qui est utile pour toute personne, qu'on travaille dans le numérique, qu'on travaille avec des prestataires numériques. Ça nous permet de comprendre un petit peu le fonctionnement et de trouver les meilleurs outils à adopter. Et enfin, on a un groupe d'échange qu'on a lancé en début d'année entre communicants. Donc, c'est tout simplement un Google Group
sur lequel vous pouvez vous inscrire via le formulaire qui vous est envoyé dans la conversation et sur lequel vous allez retrouver vos collègues de la Nouvelle-Aquitaine, sur lequel vous pouvez échanger, poser vos questions, que ce soit en rapport avec les éditions, le numérique, etc. C'est un espace rien que pour vous et sur lequel on vous envoie de temps en temps quelques infos, comme par exemple cette journée qui est organisée aujourd'hui. Donc, vous le voyez, on essaye vraiment de regrouper un maximum de ressources pour pouvoir vous les diffuser et pour pouvoir vous aider à votre tour à vous engager. Parce que, on n'en doute pas, une fois qu'on est engagé, on est convaincu et on va pouvoir tout simplement aussi pouvoir accompagner les partenaires, les prestataires de son territoire à le faire. Voilà un petit peu pour la présentation des différentes actions. Et maintenant, il va être temps de conclure et donc de vous donner votre petit défi pour pouvoir vous engager dans le tri de ces données, parce que ça va être à vous de jouer. L'objectif de cette matinée était donc d'avoir un webinaire de présentation du numérique responsable, de la manière dont on peut agir, et plus spécifiquement sur les mails et sur le cloud, puisqu'on va vous lancer un défi. On va vous lancer le défi de commencer à trier vos données. Moi, j'ai déjà des collègues, je vous avoue, qui ont pris de l'avance. Hier soir, j'ai reçu un petit état des lieux de ma collègue Amélie qui m'a dit « Alors, j'ai trié plein de choses sur les mails. » J'ai aussi eu ma collègue Marie qui m'a dit « Waouh, j'ai mis le nez dans un dossier qui s'appelait structuration. J'ai appris plein de choses. » On a Laure qui a retrouvé son mémoire de stage de il y a prescription pour la date, mais qui a pu du coup nous le renvoyer au passage. Donc, vous voyez, faire du tri, c'est aussi passer un bon moment en équipe, c'est aussi se rappeler des bons souvenirs. Et donc, on va vous proposer, vous aussi, de le faire et de passer à l'action. Et pour ça, c'est tout simple. Il va falloir vous consacrer un créneau dédié au tri des données. Idéalement, je vous conseille de le faire directement après cette visio, comme ça, vous êtes dans le bain. Idéalement aussi, je vous conseille d'y consacrer 2 heures parce que ça va très vite. Le temps de retrier, reclasser un petit peu. Nous, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on soit concentré pendant une période de 2 heures pour pouvoir trier de façon efficace. Voilà. Puis, si vous êtes lancé, consacrez-vous, pourquoi pas, toute la journée pour le tri des données. J'en profite pour vous dire que la journée mondiale du tri des données numériques, elle a en réalité lieu demain. On a de nombreuses structures qui participent à cette journée demain. On a des écoles, je sais aussi, qui ont lancé tout simplement des initiatives pour pouvoir trier les données. Donc voilà, vous pouvez le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire demain et vous pouvez même le faire jusqu'à la semaine prochaine parce qu'on va vous distribuer un petit questionnaire qu'on va vous demander de remplir une fois que vous aurez trié vos données pour nous indiquer le poids que vous allez trier. Et comme ça, on va pouvoir nous récolter tout ça et l'envoyer à l'association nationale. Donc, nos petits conseils pour un tri réussi, c'est de se consacrer minimum 2 heures. Si vous triez des données sensibles ou partagées avec d'autres collègues, effectuez une sauvegarde de secours, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Avant de commencer, notez le nombre de données de départ, donc en numéraire. J'ai 500 mails à trier, j'ai 2,5 gigas de mails. Notez vraiment la donnée de départ. C'est bien de la noter en numéraire, mais aussi en poids, parce que vous allez voir comme ça que des fois, vous allez peut-être avoir un seul mail qui va avoir un très gros poids, parce qu'il aura beaucoup de fichiers à l'intérieur, ou vice-versa. Déconnectez-vous, c'est aussi important, puisque nous, on l'a fait. Mettez votre portable de côté pendant un temps. Si vous triez vos mails, évitez de regarder les derniers mails reçus, parce que forcément, vous allez être moins concentré à la tâche. Et puis, tout simplement, commencez petit à petit à ranger, à supprimer, à renommer, à poser des questions à vos collègues si vous avez un doute sur un fichier et que vous êtes plusieurs à le faire. Profitez vraiment de ce moment-là. Une fois que vous aurez fait votre tri, vous n'aurez plus qu'à remplir le questionnaire qu'on va aussi vous envoyer par mail. Idéalement avant le mercredi 22 mars, donc ce qui vous laisse quelques jours là pour faire le tri des données. Et ce questionnaire, il est très très simple. Il vous demande juste tout simplement le nom de votre structure, votre département, pour qu'on puisse essayer de faire des petites stats aussi par département. Il va vous demander le nombre de données à trier, le poids, et également l'unité que vous allez avoir triée petit à petit. Est-ce que c'est des gigas, est-ce que c'est des kilo-octets, etc. Pour rappel, vous avez dans les 2 guides qui vous ont été partagés et sur le site internet, tout simplement toutes les informations pour essayer d'aller chercher le poids
Sur Gmail, on ne va pas le chercher au même endroit que sur Outlook, etc. Et oui, Florence, on va vous mettre le lien du questionnaire juste après. Vous allez également avoir le replay puisqu'on a enregistré cette vidéoconférence. Donc, je vais direct après le basculer sur notre plateforme et vous l'envoyer dès le début d'après-midi avec tous les liens. Vous les recevrez par mail et vous pourrez aussi, bien entendu, les diffuser à vos collègues. Sachez que toutes ces méthodes, elles vont rester présentes sur notre site Internet. Donc, c'est l'occasion de le faire aujourd'hui de façon globale, donc pour vraiment faire une action pour le réseau de la Nouvelle-Aquitaine, mais vous pouvez très bien recommencer dans 1 mois, 2 mois, etc. Vous aurez toujours toutes les informations. Vous aurez le détail également de la méthodologie pour calculer votre impact et apprendre à le faire vous-même si vous le souhaitez. Vous avez vraiment tout dans l'article ressources, donc vous pouvez le retrouver petit à petit. Voilà pour les petites infos qu'on voulait vous faire passer. J'ai vu que Laure, tu avais envoyé le questionnaire, c'est super, merci beaucoup. Il y a également mon adresse mail qui circule dans la conversation. Si vous avez une question, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail. Et puis, bien sûr, on reste à votre disposition. On vous souhaite beaucoup de courage. On vous remercie de vous être mobilisés. Et puis, on a hâte de découvrir les résultats qu'on fera passer à l'assaut national. Et puis, comme ça, on pourra vraiment voir tout l'impact qu'on aura eu à travers notre engagement de tri des données numériques. Et je vous adresse à tous un grand merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est parti pour le tri. C'est top, je vous vois motivée. Ça fait vraiment plaisir. Je vois que des merci, c'est parfait. Vous n'avez même pas de questions. Bon, c'est top. Et merci beaucoup. On va clôturer donc cette visio. Et puis, je vous dis bon courage. Et puis, n'hésitez pas si vous avez quelques questions pour le tri. À bientôt tout le monde.